Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de l'épisode 114 de Dragon Ball Super. Et avant de péter un plomb, d'avoir un coup de gueule, on va expliquer un petit peu tout ça après. Il faut savoir, il faut être honnête, l'épisode en termes de dessin, d'animation, de qualité, il fait partie des plus beaux. Parce que franchement, quand tu vois Kale qui pète un câble, qui s'énerve et qui évacue sa puissance quelque part, c'était... Voilà, tu vois, on l'avait vu la première fois avec les épisodes HS, pour la première fois quand Kale s'était transformé en mode berserker dans sa planète. Ça avait pas de charme. Si elle s'était transformée avec l'animation et la qualité de cet épisode, ça aurait eu 2 fois, voire 10 fois plus de charme. C'est vrai, Kale s'est transformé en mode déchaîné, et là c'était vraiment, voilà, moi je m'attendais vraiment à ce combat entre Kale et Goku, étant donné que l'épisode d'avant, on avait eu Caulifla, ça aurait permis pour moi de pouvoir constater un épisode Caulifla, un épisode Kale, et peut-être, vas-y, on prolonge avec un épisode où les deux font ce qu'elles ont à faire. Mais non, on a eu un début d'une Kale qui se transforme de ouf. Ensuite, en 2 secondes, j'ai envie de dire même pas, en 1/1000 de seconde, quand Caulifla est venu lui évoquer l'émotion de son cœur, en 2 secondes elle est passée de à Serette. Moi, à un moment donné, je me dis, bon, faut dire les choses comme elles sont, l'animé se dirige vers le facile. L'animé, autant avec l'arc Black Goku et les délires voyage dans le temps, passé, truc, l'autre univers, tu te dis, waouh, ils vont perdre du monde dans la réflexion. Autant là, tu te dis, ils veulent trop que l'enfant qui regarde soit compréhensif. Bref, je vais rentrer directement dans le vif du sujet, et si on doit évoquer autre chose, on évoquera, mais il faut dire les choses comme elles sont. On va parler de cette fusion, de Kafura. Bon, la fusion, voilà, on était au courant, de manière, ça y est, il y avait eu la preview, et dans l'épisode, on a vu ce que ça donnait. Moi, j'espérais au début que s'il y a une fusion dans ce tournoi, ce soit par le délire métamol, là, les positions, et ça donne la fusion. Ce sera en accord, clairement, avec le tournoi et les règles. Maintenant, on me ramène des objets, parce que les Potara restent des objets venant de l'extérieur, et voilà. Et là, on me dit, oui, mais... on peut utiliser ces trucs-là parce que c'est comme une technique, c'est pas réellement une arme. Mais les règles, à quoi elles servent? Moi, c'est la première question que je me pose. On est dans un tournoi avec des règles qui apportent quelque chose à cette histoire. Et pour être clair, les règles, c'est quoi? Chaque univers a le droit à 10 combattants. Donc ça, voilà, il fallait un chiffre, 10 combattants par univers. Voilà, bon ça... l'importance, on retient que le chiffre. Il n'y a qu'un seul match sous forme de Battle Royale entre les 80 combattants. Un seul match, donc c'est pas genre il y a plein de tours, arriver en demi et tout ça. On apporte quelque chose de nouveau au tournoi et on y voit vraiment la tactique, les dangers, vraiment toutes ces choses-là à prendre en compte. Voilà ce que ça apporte, c'est vraiment quelque chose de nouveau réellement, surtout que tu essayes de défendre ton univers, donc tu as tout donné de manière tactique. Des persos qui sont pas habitués à bosser en équipe vont devoir le faire, etc. Et là, voilà, on apporte quelque chose de nouveau pour des persos comme Vegeta, des persos comme Freezer. Voilà, l'histoire avance, quelque chose se construit, c'est beau, c'est fait exprès. Le match dure sans taxe, c'est-à-dire 48 minutes. Ça, moi, je sais pas pourquoi ils ont précisé ça à la base, parce qu'à un moment donné, si on nous fait durer un tournoi de 48 minutes avec une logique comme quoi il aurait pu durer 6 jours, comme on peut le voir avec la période de Freezer dans la planète Namek, je me dis, à quoi sert de préciser un temps? C'est pas grave, d'accord. Les combattants qui sortiront de la surface seront éliminés. Ça, c'est pour rester dans l'optique Dragon Ball et l'univers du tournoi qui existe depuis Dragon Ball lorsque Goku était petit. Pareil pour le combattant qui s'évanouit. Là, il n'est pas éliminé direct, faut quand même le jeter en dehors du ring. Maintenant, les nouvelles règles, c'est qu'on ne peut pas voler dans le monde du vide. Donc dans le tournoi, on ne peut pas voler. Ça apporte une difficulté à tous les combattants, sauf ceux qui ont des ailes naturelles. Voilà, c'est dans leur nature. Et s'ils ont été sélectionnés dans leur univers, c'est pour ce qu'ils sont. Donc, ils peuvent participer avec ce qu'ils sont, tout simplement. On n'a pas le droit de tuer son adversaire, on va dire, pour rester dans la loyauté du tournoi, dans le délire des arts martiaux. Et on y vient à la règle. Les armes sont interdites. Et ils ont rajouté, seules les techniques sont autorisées. Bon, les techniques, c'est logique, ça fait partie du personnage. Et comme je l'ai dit, l'objectif de pas utiliser des armes, c'est pour sélectionner un individu comme il est, pour qu'il se batte avec ce qu'il est, tout simplement. Les Potara vont à l'inverse de toutes ces règles à mes yeux, et on peut me dire ce qu'on veut, c'est pas une technique les Potara, c'est quelque chose qui peut être utilisé pour
toutes les personnes. Donc si tu peux utiliser cette chose-là pour toutes les personnes, tu vas me dire, eux, ils y ont pensé, eux, ils y ont pas pensé. C'est la facilité. C'est tout simplement, à mes yeux, une manière d'amener un nouveau personnage dans ce tournoi, quelque chose de badass, qui va affaiblir Goku, qui va ceci, qui va cela, et qui va vendre des nouvelles figurines. À un moment donné, moi je me dis, dans ce tournoi, qu'est-ce qui se passe? On nous ramène Kale. Sosie synonyme dans tout de Broly. À un moment donné, les producteurs savent que Broly a quand même touché les fans et c'est quelque chose qui à l'époque avait marché, pourquoi ne pas le réutiliser? Et j'espère qu'il y aura une explication sur le délire de cette transformation, d'où elle peut venir, pourquoi elle est différente des autres. Est-ce que cette haine en soi qui est le pur Saiyajin, parce que quand elle se transforme, elle est incontrôlable. Et bon, même si là, maintenant, Kale a réussi à contrôler le truc, mais j'aimerais bien qu'on nous explique aussi, par exemple, cette transformation, qui peut-être vient de la source Saiyajin, Ozaru, je sais pas quoi. On y voit aussi le sens de cette transformation, et ce serait beau d'apporter ça à mes yeux. L'arc d'avant, Goku Vegeta ont utilisé les Potara pour avoir Végétaux, et l'arc actuel, on réutilise encore une fois la fusion, la même. Mais sauf que là, c'est de l'univers 6, avec les Potara, qui sont des objets externes, c'est des armes, quelque part. C'est tout simplement, à mes yeux, la même chose qu'une arme, les Potara. On peut me dire ce qu'on veut, ça sert à quoi? Les Potara, ça sert, lorsque tu les mets, tu fusionnes, et ça crée en toi quelque chose de totalement différent et de totalement plus puissant. Ça crée de deux personnes un seul, mais si on me dit, oui, mais la faiblesse de cette chose-là, c'est que de deux personnes, t'en deviens qu'une, c'est une faiblesse qui est plus une force qu'une faiblesse en soi, parce qu'elle permet de vaincre presque tout ce que deux personnes de moyenne n'arriveront pas à battre. Donc ramène-moi deux zigotos et t'en fais un seul perso largement plus puissant, qui tiendra plus longtemps que les deux zigotos séparés. Donc moi, je pars du principe où c'est clairement une arme. Et ramener les Potara de cette manière-là, sans une explication vraiment intéressante, pour moi, je suis deg. Parce que je m'attends au minimum à quelque chose d'intéressant. Parce que pourquoi Goku et Vegeta ne l'ont pas prise? Parce qu'ils n'y ont pas pensé, mais l'arc d'avant, ils l'ont fait. Et là, il y a quelque chose de presque plus important que l'arc d'avant. On est dans la survie d'un univers, et non pas tout simplement de la planète de Trunks, de son futur. Là, on parle de l'univers, c'est plus important. Et on n'évoque même pas une chose qu'on a utilisée juste avant, et un autre univers y a pensé. Les armes sont interdites, les Potara, à mes yeux, doivent être interdites. C'est pas une technique spécifique à quelqu'un, c'est tout simplement un apport extérieur lié à un objet qui peut être utilisé pour toutes les personnes. Et ça, à mes yeux, c'est pas normal. Je sais que parmi vous, il y en a plein qui vont trouver une explication en essayant de me dire « mais n'importe quoi, ceci, cela ». Alors répondez-moi tout simplement à la question de pourquoi avoir apporté des règles à un univers qui sont censés rendre les personnages et les combattants de leur univers ce qu'ils sont, pour apporter quelque chose de leur technique, de leur force, de leur intelligence, de la tactique, etc. Ne pas pouvoir voler et ne pas pouvoir utiliser d'armes, c'est tout simplement te mettre face à toi-même, à tes techniques et à ta bagarre quelque part. À ta bagarre, oui, évoluer, ok, se transformer, d'accord, être tactique, d'accord, mais ramener un objet extérieur pour te transformer, pour créer une fusion, et pas n'importe laquelle, c'est facile, c'est trop facile. Il y a l'argument de certains qui vont me dire oui mais Muten Roshi il ramène ces petits bocaux là pour faire le Mafuba. Quelque part j'ai envie de dire c'est un peu différent, mais je suis quand même d'accord, à mes yeux on ne ramène pas d'objet externe, c'est comme une arme. Parce que elle ne sert plus à rien la règle de ne pas ramener des armes. Donnez-moi une arme qui aurait pu être dangereuse pour les combattants. On est face aux meilleurs combattants de chaque univers. Est-ce qu'il y a une arme qui peut faire quelque chose? Ramène une épée, ça n'aura aucun impact sur les combattants. Ramène ce que tu veux. Les seules choses réellement dangereuses qui doivent être interdites sont les apports d'un objet externe tel que les Potara, des choses comme ça. Sinon, quelles armes sont interdites? Ça sert à rien de dire une arme interdite, parce que je sais pas, c'est pas le tournoi de l'époque où Goku il était petit, c'est vraiment un tournoi où on ramène un individu avec ce qu'il est lui-même. Sa force, ses transformations, ses techniques, voilà. Le Mafuba, si on doit le défendre, c'est clairement, voilà, une technique. C'est clairement la technique de Muten Roshi, de Tortue Géniale, sauf qu'elle finit dans un bocal. Le bocal, moi, me dérange un petit peu si on doit vraiment rentrer dans les règles, hein, parce que si on était dans la vraie vie, on te dit les armes sont interdites, tu ne ramènes aucun objet avec toi, tu te bats avec ce que tu es. Voilà, il y a ton corps et il y a du tissu. Les objets externes, non. Donc c'est dommage, à mes yeux,
de vouloir tout simplement ramener toujours de la puissance, vouloir ramener un nouveau personnage parce qu'on sait que ça va être badass, ça va faire vendre, ça va... Et quand c'est fait sans explication, bah, ça devient dérangeant. Moi, à l'époque, on m'est tous tombé dessus quand j'avais dit écoutez, la transformation de Kale ou de Caulifla qui a été un petit peu trop rapide, ils nous ont donné une explication qu'on interprète à notre manière. Ils nous ont apporté cette idée et chacun l'interprète à sa manière parce qu'il n'y a pas eu d'informations concrètes sur leur univers, peut-être qui est différent de l'univers 7, qui peuvent se transformer peut-être plus facilement mais qui auront moins de puissance. On n'a pas eu d'explication, donc quelque part chacun peut se donner un petit peu une explication. Mais là, dans ce tournoi, c'est différent. On nous ramène une règle, on nous ramène des règles de ne pas ramener de choses, de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela. Et ensuite on voit qu'on nous a ramené un objet extérieur. Qu'est-ce qui définit une arme ou non? Alors si c'est un objet extérieur, ah bah oui, allez, on va rentrer dans tous les petits détails. Non, c'était pas censé être la règle de base à mes yeux. Après voilà, et je pense vraiment que le manga aura une explication plus intéressante encore une fois que l'animé, parce que là l'animé il se perd dans le sens où le manga est en retard, donc l'animé n'a pas l'air de savoir réellement que veut le manga, et les informations qui sont apportées au studio d'animation, c'est uniquement des « allez, on se dirige vers ça, tu gères ». Mais il gère pas réellement de la bonne manière parce que c'est toujours différent un petit peu du manga. Et le manga rattrape un petit peu toujours l'erreur de l'animé dans son explication. Je vous invite à aller lire les mangas Dragon Ball Super, vous verrez comment l'explication et les choses passent mieux. C'est comme Kale, la manière de contrôler son pouvoir, et on va parler ensuite des puissances qui sont totalement mal gérées aussi. Kale, en 2 secondes, quand Caulifla est venu lui dire, déjà que le tournoi se passe de manière condensée, ça veut dire que cet épisode-là, il était censé durer 1 minute, je crois. Donc en moins d'1 minute, peut-être 2 secondes ou 1 seconde, eh ben Kale a changé et a réussi à contrôler totalement son pouvoir, de ce qu'on nous a dit, en passant d'une forme non maîtrisée, en colère, qui est assez puissante, et qui à mes yeux est sa forme la plus puissante, même si on me dit que maintenant elle maîtrise sa force, j'en doute, c'est toujours quand elle est en colère comme ça, que quand elle marche le sol explose, que quand elle attrape Goku c'est plus rapide, et dès qu'elle maîtrise son pouvoir, elle se fait un petit peu plus maîtrisée par Goku. Je sais pas, c'est pas normal qu'en 2 secondes, Caulifla vienne lui dire 2 phrases, et que d'un coup elle passe d'une colère noire à un petit sourire d'une demoiselle qui sort du collège. Moi je comprends pas. Et maintenant on y vient aux puissances qui, à mes yeux, elles sont totalement déréglées, parce que je sais pas, on me dit que Kale, dans la forme qu'elle avait, elle contrôle totalement son pouvoir. Donc est-ce qu'elle contrôle ses émotions ou son pouvoir? Est-ce qu'elle est de la même puissance que lorsqu'elle est en mode berserker ou pas? On veut nous montrer que oui. Donc si on nous montre que oui, Goku, qui est censé être Saiyajin cheveux rouges là, ne peut pas la maîtriser elle et Caulifla en même temps. Et pour rentrer dans plus de détails, on va parler de la fusion Cafla. Goku avait tenu un petit peu tête à Beerus qui s'était battu à une forme, j'ai envie de dire, basse. Il s'était pas Beerus au maximum de sa force lors du début de Dragon Ball Super. Et là, Cafla, là, la fusion, elle va dégommer Goku Saiyajin cheveux rouges là. Et peut-être même Saiyajin Blue, logiquement. Donc cette fusion-là, elle peut peut-être tenir tête à un personnage comme Beerus, étant donné qu'elle va s'amuser avec ce Goku, et Beerus, lui, ne s'amusait pas réellement avec ce Goku sur la fin. Je sais pas, moi je pense que là, on est vraiment dans un délire de... On met de la puissance, allez, vas-y, on surmonte, tac, ça explose par là, il n'y a plus de cohérence, il n'y a plus d'importance. Donc c'est dommage, parce que l'épisode est super beau. C'est super beau. J'ai même pris du plaisir à voir Krillin et Tenshin Han sur le banc tellement ils étaient bien faits. Goku, on dirait, purée, la morphologie, la tête, les cheveux bien longs, tu vois, le corps et tout était super bien fait. Les couleurs, les ombres, c'était super beau. Mais si on veut faire les mecs qui réfléchissent un minimum, parce que Dragon Ball, moi de plus en plus je me dis, il ne faut, et ça je le disais depuis longtemps, il faut pas réfléchir. Si tu commences à réfléchir avec Dragon Ball, tu pètes un plomb. Regarde et kiffe. Si tu veux rentrer dans de la cohérence, tu te perds. Et là, l'animé se perd encore plus. Parce que le manga, si tu regardes pas l'animé et tu lis que le manga, tu dis, ça passe. C'est une suite qui est, voilà, ça passe. Mais là, l'animé n'arrive plus à gérer. Parce qu'à mes yeux, on dirait de lui-même, il doit gérer quelque chose. Et le manga se fait gérer de son côté. Donc l'animé, là, il est entre des mains de personnes qui n'arrivent pas réellement à construire les choses.
il est là pour mettre. C'est vrai, on est dans un tournoi où on n'apprend rien sur les personnages. Par exemple, le Yardrat là, eh ben on n'apprend rien sur lui. Plein de personnages qui auraient pu apporter une discussion. Moi j'aurais kiffé, moi je pensais vraiment que le tournoi allait se dérouler d'une manière où, avant un combat, il y a une explication, il y a une discussion. Chacun, on y voit un peu de son histoire. Ensuite, il y a du combat. C'était comme ça qu'on construisait les choses avant. Ça mettait une importance au personnage. Par exemple, le Yardrat, si on apprend de son histoire et qu'ensuite on le voit battre avec Goku, on n'est plus dans l'envie de se dire vas-y Goku, tue-le et c'est fini. On se dit purée, lui aussi, il a une histoire, lui aussi, il a une famille, lui aussi, il vient d'un parcours. Là, on est juste dans... On dirait qu'on a ouvert une boîte et on a fait tomber plein de personnages sans aucune histoire, sans ceci, sans cela. Le fait de ne pas pouvoir voler, ça n'a eu aucun impact pour l'instant, on n'a même pas ressenti la chose. Les armes, c'est la même chose vu qu'on y voit des potaras tranquilles. Les minutes ne sont pas respectées, même si ça a déjà été fait par le passé, je m'en fiche. Ça a pas de sens, le nombre de minutes n'a pas réellement de sens dans cet apport. Il y a que le fait que ce soit un seul match, Battle Royale, je sais pas quoi, et qu'il y a 10 combattants par univers qui est respecté, le reste n'a aucun sens et aucun apport. Donc voilà, c'est dommage, mais c'est comme ça. Prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.